Eh bien, c'est parti. Nous allons faire la correction des activités du chapitre 11.3, les systèmes de transmission et de transformation du mouvement. Puis nous ferons ensuite la section 11.4 sur les transformations de mouvement. Alors, allons-y joyeusement. À la question 1 ici, on va nous poser, en fait, dans l'ensemble, on vous pose des questions sur les noms des mécanismes, sur leurs avantages, leurs inconvénients, est-ce qu'ils sont réversibles ou pas, est-ce qu'ils transmettent ou transforment le mouvement, et est-ce qu'il y a des gains de vitesse. Alors, c'est probablement ce qu'on va faire dans les prochaines activités. Identifier le sens de la rotation des roues ou des poulies dont le sens n'est pas indiqué. Bon, si on voit ici dans le système 1 la grande roue qui tourne dans ce sens, donc ça veut dire que celle-ci va être dans le sens inverse, et celle-ci, sens inverse à celle-là. Dès qu'on a des roues dentées, elles vont tous avoir une rotation inversée lorsqu'elles se touchent. Par contre, lorsqu'il y a un intermédiaire entre elles, elles reviennent dans le même sens. Système de poulies et courroies. Suivons la courroie. Alors, on a ici deux poulies sur la même courroie, rotation dans le même sens. OK. Et ici, on va inverser parce qu'on est à l'intérieur et à l'extérieur de la courroie. Donc, si celle-ci tourne horaire, celle-là va tourner anti-horaire, fait des rotations anti-horaires. Anti-horaire, on descend, on roule horaire. Ensuite, on remonte en haut ici, on va par là, on est anti-horaire. On remonte, on s'en va vers la droite, on revient horaire. Et ça continue bien avec ce qui était présenté. Passons ensuite un X sur la roue qui tourne le plus lentement. Sur la roue qui tourne le plus lentement. Dans un système d'engrenage, la plus lente, c'est la plus grande. Donc, tu es la plus lente. Et même chose avec les systèmes de poulies et courroies. La plus lente est la plus grande, celle qui a le plus grand diamètre. Alors, soit qu'on a le plus dedans, on est lent. Si on a le plus grand diamètre, on est la plus lente. Indiquer à quel système les caractéristiques se rapportent. Le système est réversible. Oui, les roues menantes peuvent inverser leur rôle avec les roues menées. Même chose avec les poulies et courroies. Les deux sont réversibles. Le système est sujet au glissement. Il n'y a pas de glissement possible à cause des dents qui s'emboîtent les unes dans les autres. Par contre, quand il y a une poulie et une courroie, il n'y a pas de petite dentelure sur le côté. Donc, celui-ci, il est susceptible de glisser. Et lequel doit être lubrifié? On ne lubrifie pas une courroie, sinon il y aura énormément de glissement. On va lubrifier par contre les dents pour éviter qu'elles s'abîment et qu'elles s'usent prématurément. Question suivante. 2. Je ne sais même pas si on l'a vu comme il faut. J'ai dû placer ça à la bonne place. Bon, ça, c'est le corrigé. Question numéro 2. Repositionnons les feuilles comme il faut. Pourquoi utilise-t-on les engrenages dans les mécanismes d'horlogerie plutôt que des roues de friction? On s'entend que dans un mécanisme d'horlogerie, les mouvements doivent être très précis. Et c'est ce qu'on obtient avec des engrenages. Alors que les roues de friction, il y a un glissement qui est possible. Alors, on pourrait mentionner ça. Le mécanisme d'engrenage sont plus précis ou est plus précis. Les engrenages, pluriel, les engrenages permettent une transmission plus précise de mouvement. Permettent une transmission de MVT, de mouvement, plus précis. C'est moins précis avec des poulies et des courroies, ou c'est moins précis déjà avec des roues de friction, parce qu'il y a justement une perte de mouvement dans la friction des roues. Ça glisse un peu. Numéro 3. Quel type de système de transmission permet de... Quel type de système de transmission du mouvement transmet la rotation du moteur au fouet? Alors, il y a le moteur, il y a les fouets. Entre les deux, il y a un mécanisme de transmission de mouvement. On reconnaît une vis sans fin et des roues dentées. On parle donc de vis sans fin et roues dentées. Vis sans fin et roues dentées. Pluriel. Dans l'encadré qui se trouve à droite, faites un schéma technique du système que vous avez identifié dans votre réponse. Faites votre schéma à l'aide des symboles normalisés. Alors, symbole normalisé de roue dentée et vis sans fin. On va présenter la vis sans fin. On va présenter les roues dentées. Non pas à être à l'échelle. On utilise des symboles normalisés.
Il y a 2 roues dentées, cependant, donc on va en placer une au-dessus également. Boop. 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, on a normalisé ça. On va présenter les mouvements de chacune. La vis sans fin va faire un mouvement de rotation. Une des roues dentées va faire un mouvement de rotation dans une direction et l'autre roue dans le sens inverse, comme ça. Identifions ensuite l'organe menant. Alors, quel est l'organe menant dans ce système? Mais dans ce système qu'on a ici, l'organe menant, c'est celui qui met en mouvement. Ce serait le moteur ou l'axe du moteur. Moteur ou axe du moteur. Arbre du moteur, peut-être. On pourrait mentionner que c'est peut-être la position là, de la vis. Là. On pourrait mentionner aussi la vis sans fin. Vis sans fin. C'est la vis sans fin qui met en mouvement les roues dentées. Bon, là, y a-t-il un organe intermédiaire dans ce système? Non, si on considère que la vis sans fin est l'organe moteur. Oui, si on considère que le moteur est l'organe moteur. Mais vu qu'on parle de ce système et que le système est roue dentée et vis sans fin, on va mentionner non. C'est peut-être le contraire de ce qui a été dit en classe. Parce qu'on avait analysé le mouvement du moteur. Ce système est-il réversible? Est-ce qu'on peut inverser les rôles? Est-ce que l'organe menant, la vis, peut devenir l'organe mené? Si j'essaie de faire une rotation des roues, non. On ne sera pas capable de faire une rotation de la vis, elle va coincer. Donc, non, c'est un système qui n'est pas réversible. Dès qu'il y a une vis, non réversible. Que se passerait-il si on force directement sur les fouets pour les faire tourner manuellement? Si on force directement sur les fouets pour les faire tourner manuellement, les dents de la roue dentée, des roues dentées ou les dents, le filetage de la vis sans fin pourrait s'abîmer. On risque d'abîmer parce que ça ne voudra pas bouger. Là. On va forcer. On va l'abîmer. On risque d'abîmer les dents des roues dentées ou le filetage de la vis. En G, on demande si les fouets tournent dans le même sens ou en sens inverse lorsque le batteur est en marche. D'après ce qu'on a représenté ici, et selon toute logique aussi, quand on voit le mouvement des dents qui va peut-être, mettons, pousser vers l'avant, les rotations vont se faire en sens inverse. Complétez ensuite le texte en entourant la proposition appropriée dans chacune des boîtes. Les fouets tournent beaucoup moins vite ou plus vite que le moteur. Étant donné qu'on a un système de vis sans fin et roue dentée, on va toujours ralentir le mouvement. Pourquoi? Parce qu'une rotation complète, un tour sur lui-même de l'organe de la vis sans fin, amène seulement le déplacement d'une seule dent de la roue dentée. Alors, on a manifestement plusieurs dents sur la roue dentée. On va donc ralentir de beaucoup la vitesse des fouets par rapport au moteur. Alors, les fouets tournent beaucoup moins vite. Hein, c'est un système de réduction de vitesse que le moteur. En effet, ceux-ci, c'est qui? Ceux-ci, ce sont les fouets. Les fouets tournent à la même vitesse que la vis sans fin ou que les roues dentées. Les fouets tournent à la même vitesse que les roues dentées parce que les fouets sont liés directement et complètement aux roues dentées. Alors que le moteur actionne la vis sans fin ou les roues dentées. Le moteur actionne, mauvais choix de mots ici, là, la vis sans fin. De l'autre côté, numéro 3, on vient de le faire, numéro 4, ici, là. Une roue de 20 cm de diamètre en fait tourner une autre de 10 cm de diamètre au moyen d'une courroie. Donc la roue de 20 fait tourner l'autre. Illustration. Celle-là, c'est la grande roue, c'est celle de 20, un diamètre de 20, et celle-là, un diamètre de 10. La roue de 20 fait tourner l'autre, donc la roue de 20 est la roue menante. Je vais l'identifier avec un M majuscule pour menante. Si la roue menante tourne à une vitesse de 12 tours par minute, 12 tours par minute, à quelle vitesse tournera la roue menée? Alors, on va d'abord trouver le rapport de vitesse. Pour trouver le rapport de vitesse, on va faire une division.
On va comparer les diamètres des deux roues. Alors, la roue menante, 20 cm, divisé par la roue menée, 10 cm, ça nous donne un rapport de 2 fois. Donc, ça veut dire qu'on a une différence de 2 fois la vitesse entre chacune d'elles. La petite roue est toujours celle qui tourne plus rapidement. Si la roue menante, la grande roue, a une vitesse de 12 tours par minute, la plus petite sera 2 fois plus rapide. Alors, 12 multiplié par 12 tours par minute, multiplié par 2, ça nous donne 24 tours par minute pour la petite roue menée. C'est tout, c'est tout. On calcule le rapport de vitesse, donc le ratio des roues. S'il y avait des dents, on aurait compté le nombre de dents, on aurait divisé le nombre de dents. Notre ratio, on l'applique ensuite pour évaluer la vitesse proportionnelle de chaque roue. Numéro 5. Dans le mécanisme illustré, les roues B et C partagent le même axe. B et C sont sur le même axe. Ça, c'est vrai. Et les dimensions des roues sont les suivantes. A mesure 10, B mesure 30, C mesure 20 et D mesure 40. Parmi les énoncés suivants, entourez tous ceux qui sont vrais. La roue B tourne 3 fois plus lentement que A. Est-ce que c'est vrai? On va comparer B avec A. Alors, pour le premier énoncé, on compare 30 cm avec 10 cm. Ça donne un rapport de 3 fois la vitesse. Qui tourne plus rapidement dans ça? Entre B et A tourne rapidement parce qu'elle est petite, B tourne plus lentement parce qu'elle est plus grosse. Combien de fois? 3 fois. Alors, on dit la roue B tourne 3 fois plus lentement que la roue A. C'est vrai. La grande roue B est 3 fois plus lente que la A. Comparons maintenant le deuxième. La roue C tourne 3 fois plus lentement que la roue A. La roue C, ici, qui a un diamètre de 20, par rapport à A, qui a un diamètre de 10. Ça nous donne un rapport de 2 fois. Alors ici, on dit qu'elle tourne 3 fois plus lentement que A. C'est faux. On devrait avoir un ratio de 2 fois. Suivant. C. La roue D, qui mesure 40 cm, tourne 2 fois plus lentement que C, qui mesure 20. On fait le ratio, 40 par 20, ça donne un ratio de 2 fois encore, 2 fois la vitesse. Est-ce que c'est vrai que D est 2 fois plus lente que C? Oui, elle est 2 fois plus grande, donc elle est 2 fois plus lente. Plus grande, plus lente. La roue D tourne 6 fois plus lentement que la roue A. Ah! Est-ce que D tourne 6 fois plus lentement que la roue A? On va commencer par observer ici le lien, le ratio entre A et B. De A à B, on ralentit. Donc, B est 3 fois plus lente que A. Maintenant que B est 3 fois plus lente que A et que B mesure 30 cm, alors que D en mesure 40. Oh, on va comparer. Excuse-moi. J'ai fait une petite erreur. Vu que B tourne 3 fois plus lentement, ça veut dire que C aussi tourne 3 fois plus lentement parce qu'ils sont le même axe. Alors, si B et C sont à la même vitesse et que C est 3 fois plus lente que A, mais que C est 2 fois plus petite que D, ça veut dire que D est encore 2 fois plus lente que ça, qui lui est 3 fois plus lent que lui. Donc 2 fois multiplié par 3 fois, ça fait 6 fois plus lent. Et c'est vrai. C'est un peu complexe, hein, celui-là? Le dernier, là? Oui, c'est vrai. C'est une roue d'engrenage, oui, qui compte 10 dents, fait tourner 2 autres roues. Donc la petite roue est la roue menante. On en a 10, on en a 20 et on a 40 dents. Si la roue menante tourne à une vitesse de 12 tours par minute, il y a beaucoup de 12 tours par minute, parce que c'est un nombre qui se multiplie et se divise bien. À quelle vitesse la roue qui compte 40 dents tourne-t-elle? Donc, à quelle vitesse celle-ci va-t-elle tourner? Bon, on pourrait prendre un raccourci puis comparer directement le ratio entre la grande roue et la petite roue, mais bon, faisons-le au complet, là, une étape à la fois. Nous avons entre la deuxième et la première roue, et la roue menante, là, un ratio de 20 pour 10. Donc, le premier rapport, on va l'appeler le rapport 1, il est de 20 par 10, c'est-à-dire un ratio de 2 fois.
Vu qu'elle est deux fois plus grande, elle a deux fois plus de dents, elle sera deux fois plus lente. Alors, qu'est-ce qui est deux fois plus lent que 12? Bien, la moitié de 12. 12 divisé par 2, ça veut dire 6 tours par minute. Mais attention, 6 tours par minute, c'est celle-ci. Maintenant, on va aller calculer la vitesse de la dernière roue. Alors, le ratio entre la troisième et la deuxième roue est de 40 pour 20. 40 pour 20, ce qui me donne encore un ratio de 2x. 2x, ça veut dire que la grande roue avec le plus grand nombre de dents va être deux fois plus lente que la troisième roue est deux fois plus lente que la deuxième. Donc, qu'est-ce qui est deux fois plus lent que 6? Bien, 6 divisé par 2, ce qui donne 3 tours par minute. 3 tours par minute, réponse finale, c'est la vitesse de la grande roue. Comme je le mentionnais, étant donné qu'ici, les roues sont interconnectées l'une à l'autre et ils ne partagent pas le même axe, on aurait pu simplement comparer le ratio de la grande roue à la fin par rapport à la roue menante, nous donner un ratio de 4x. Et qu'est-ce qui est 4 fois plus lent que 12? Ben, 12 divisé par 4, 3 tours par minute. On aurait pu prendre ce raccourci. Attention, on n'aurait pas pu prendre le raccourci pour les poulies parce que la roue C partageait le même axe que B et donc diminuait davantage encore la vitesse. Numéro 7. À quelle vitesse une vis sans fin doit-elle tourner pour que la roue dentée de 24 dents à laquelle elle est liée fasse 2 tours chaque seconde? OK, simulons tout ça. Nous avons une vis sans fin. Nous avons une roue dentée. La roue dentée possède 24 dents. Donc, il faut 24 tours, ici, de la vis sans fin pour faire un tour complet de la roue dentée. Parce que chaque rotation de la vis fait seulement avancer une dent. Et nous avons 24 dents à faire avancer. Nous voulons que la grande roue dentée fasse 2 tours à chaque seconde. 2 tours à chaque seconde, ça veut dire le passage de 2 fois les 24 dents. Ça veut dire qu'on veut avoir 48 dents à chaque seconde qui tournent ici, là, qui se déplacent. 48 dents à chaque seconde. Pour déplacer 48 dents, ben, il va falloir faire 48 tours ici de roue dentée. Pas excusez-moi de roue dentée, mais de vis sans fin. Donc, elle devra faire 48 tours à chaque seconde. Si on réfléchit ça comme ça, lorsque la roue dentée fait 48 tours à chaque seconde, lorsque la vis sans fin fait 48 tours à chaque seconde, la roue dentée va recevoir à chaque seconde 48 coups de dents, ce qui va lui faire 2 tours à chaque seconde, tel ce qui est demandé. Donc, réponse finale, 48 tours par seconde. 8. Alors, sur le vélo, un système de transmission avec un système de chaîne et roue dentée. Nous avons le plateau avec 1, 2 ou 3 dérailleurs, trois plateaux différents, un petit, un moyen, un grand. Nous avons une chaîne qui sert d'organe intermédiaire et nous avons un pignon ou des pignons à l'arrière, différentes tailles de pignons pour recevoir le mouvement. Question A. Quel organe du système de chaîne et roue dentée tourne à la même vitesse que les roues du vélo? Est-ce que c'est la chaîne, le plateau ou le pignon? Quel organe du système? Bien, la roue est complètement liée au pignon. Ça veut dire que c'est les pignons qui font la même vitesse de rotation. Quel organe du système de chaîne et roue dentée tourne à la même vitesse que le pédalier? Le pédalier, lui, sa rotation va se faire à la même vitesse que le plateau, parce que le pédalier, il est complètement lié au plateau. Alors ça, c'est une question juste d'observation. C. Observons encore. Supposons que le cycliste donne un coup de pédale à toutes les secondes et conserve cette cadence. Donc, à chaque seconde, un coup de pédale. Comment la vitesse du vélo sera-t-elle modifiée si le cycliste fait passer la chaîne d'un plateau à un autre qui compte 2 fois plus de dents? Alors, si on s'en va vers un plateau qui a plus de dents, ça veut dire que notre organe menant augmente son nombre de dents par rapport au nombre de dents de la roue menée.
ça veut dire qu'au total, le vélo, la rotation de la roue menée va être plus rapide parce qu'on va passer d'une grosse roue à une plus petite roue. Alors, si on dit qu'on va passer à une roue qui a 2 fois plus dedans, ça veut dire que notre vélo va aller 2 fois plus vite. On peut imaginer ceci si on propose au hasard comme ça, là, une quantité de dents pour chacune. Si on pose que le plateau possède au départ, mettons, 10 dents, et que le pignon possède 10 dents aussi, imaginons, 10 dents pour chacun, nous avons un ratio de 1x. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les deux roulent à la même vitesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait comme ce qui est demandé? On a maintenant une roue menante qui a 2 fois plus de dents. Avec 2 fois plus de dents, on va avoir 20 dents divisé par 10 dents, ce qui donne un ratio de 2x. Donc, on a 2 fois plus de vitesse sur la petite roue. La petite tourne 2 fois plus vite, la plus grande tourne 2 fois moins vite. Et puis que la petite est reliée à la roue va aller plus vite. Maintenant, supposons que le cycliste fait la même chose, un coup de pédale toutes les secondes, et qu'il conserve cette cadence. Comment la vitesse du vélo sera-t-elle modifiée si le cycliste fait passer le pignon en arrière à une roue qui compte 2 fois plus de dents? Ben, si on augmente la quantité au dénominateur, on va ralentir. À ce moment-là, notre vélo va aller 2 fois moins vite. On demande pourquoi dans les vélos, on utilise un système de chaîne et roue dentée plutôt que courroie et poulie. On regarde les avantages et inconvénients des deux, on les compare, puis on se rend rapidement compte que dans un système de chaîne et roue dentée, il n'y a pas de glissement possible. Il n'y a pas de glissement possible dans ce système, ou avec ce système. Ouais. Avec ce système, les systèmes de poulie-courroie risquent de glisser, donc de mal transmettre les mouvements. Évidemment, le système de chaîne et roue dentée a des inconvénients lui aussi. Il faut graisser les pignons, les plateaux, il faut huiler toutes ces pièces-là. Question numéro 8. On décide de fabriquer des engrenages à partir de vieilles roues dentées qu'on a récupérées. Parmi les roues récupérées, illustrées ci-contre, les roues sont à l'échelle. Lesquelles pouvez-vous illustrer? Voyons. Relier d'un trait les paires de roues compatibles. Compatible, ce n'est pas par la couleur, c'est par la dimension. Ah oui, on va regarder la taille des dents. Il faut que les tailles de dents soient quand même compatibles. Alors, grande dent avec grande dent, ensemble ici. Très petite dent avec très petite dent. Dent moyenne avec dent moyenne. Voilà, on les a reliés ensemble, c'est qu'ils sont compatibles. B. Complétez l'énoncé suivant en entourant les propositions appropriées dans la boîte. Dans chacune des paires, la roue la plus grande tourne combien de fois plus ou moins vite que la roue la plus petite? Bon, la grande roue va toujours tourner plus lentement. Donc, la roue la plus grande tourne moins vite. Ça, c'est sûr, ça va être moins vite. Maintenant, combien de fois moins vite? Ben, comptons les dents. On va prendre celles qui sont les plus grosses, faciles à compter. Combien il y a de dents là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dents. Alors, on a 18 dents ici. La roue qui est compatible avec, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 dents. Quel est le rapport entre 18 et 8? On va faire le calcul. 18 divisé par 8. Bon, à la calculatrice, ça nous donne 2 et 1 quart, je crois. Mais si on n'a pas la calculatrice, on va le réduire. On va le réduire à combien? Ben, on va commencer par réduire ça à 9 sur 4. Et 9 sur 4, si on se rappelle d'école primaire, ça fait combien, ça? C'est comme si on avait un entier plus 5 sur 4. Ça veut dire qu'on a donc 2 entiers plus 1 sur 4. Ça veut dire 2 et 1 quart. 2 et 1 quart, c'est 2,25. Donc, on choisit le 2,25 fois moins vite. Mathématiques, tu es venu à ma rescousse. Un treuil est un appareil de levage qui enroule un câble. Treuil, câble, manivelle. Certains treuils ont un mécanisme à engrenage, d'autres, engrenage ici, un mécanisme de vis sans fin et roue dentée. Écrivez dans... En fait, on va voir les avantages et inconvénients de chacun ou les vitesses de mouvement. OK.
Écrivez dans chaque case le numéro de la caractéristique qui correspond à chaque modèle de treuil de la colonne de gauche. Alors, voici les modèles de treuil de la colonne de gauche en engrenage et à vis sans fin ou denté. Et à droite, caractéristiques. L'enroulement du câble se fait très lentement. Le treuil doit être équipé d'un système de blocage, sans quoi le câble pourrait se dérouler. Ça a rapport avec la réversibilité. L'enroulement du câble se fait très lentement. Ici, on va faire rotation de... À quoi elle sert, elle? Ben voyons. Ici, elle a fait tourner ça, puis c'est tout. Et le petit trou à grande roue, puis les deux autres sont là pour décorer. Wow, bravo. Bon. L'enroulement se fait très lentement. Ah! Vis sans fin. Avec une vis sans fin, on a toujours un très grand ralentissement parce qu'à chaque tour complet de la vis, il y a une seule dent qui avance. Donc, très lentement, c'est le mécanisme de vis sans fin ou denté. Et puis, le treuil doit être équipé d'un système de blocage indépendant sans quoi le câble pourrait se désenrouler. On sait que ça, c'est non réversible à cause de la vis. Même si on tire très fort sur le câble, on a les dents qui pourraient pousser par le bas, mais ça ne va pas mettre ça en rotation, il ne va pas se dérouler. C'est le premier ici qui va se dérouler. Donc, c'est le modèle à engrenage qui risquerait de se dérouler. Il doit avoir un système de blocage. C'est peut-être pour ça qu'il y a les deuxièmes systèmes de roues. Pourquoi ne pourrait-on pas fabriquer un treuil calqué sur un modèle de treuil à engrenage, mais en utilisant des roues de friction plutôt que des roues dentées? On s'entend qu'avec un treuil de levage, on va devoir appliquer une grande force. Et avec un système de roues de friction, il y aurait un glissement si on applique des forces. On pourrait mentionner simplement que les roues de friction subiraient, il n'y a pas de E, I-E-N-T, une grande force. Et qu'est-ce que ça entraîne, ça? Ça entraîne un glissement. Et donc, un glissement entre elles. Glissement entre elles. Voilà. Fin de cette petite section. 11.4. Les systèmes de transformation du mouvement. Ben, encore là, on va parler des avantages et des inconvénients de chacun, voir s'ils sont réversibles ou non. Peut-être même évaluer, encore une fois, là, des mouvements de ces pièces-là. On a 1, 2, 3, 4, 5 pages là-dedans. Savez-vous quoi? On va faire une deuxième vidéo avec celle-là. On va la présenter dans une autre capsule.